Quelle subversion opère le mouvement ouvrier? J'ai déjà beaucoup insisté les 3 ou 4 fois où je suis venu ici. C'est pour ça que je ne suis pas revenu là-dessus. Hein. Je le reprends de façon, je l'espère, pédagogique. Vraiment, enfin oui, j'ai vraiment fait un gros effort avec Patrick Zec pour que ce soit pédagogique. Je le reprends dans Émanciper le travail. Nous avons subverti le marché du travail par le salaire à vie. La subversion du marché du travail, c'est pas le plein emploi, bien sûr. Hein. Plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Ça veut dire marché du travail fonctionnant à plein. Revendiquer le plein emploi, c'est revendiquer nos maîtres, bien sûr. Et si nous sommes en échec à ce point, c'est parce que précisément nous revendiquons les maîtres que nous combattons. La religion est intériorisée, y compris par ceux qui sont dans un combat qu'ils pensent anticapitaliste, alors qu'en réalité, ils confirment le capitalisme. Revendiquer le plein emploi, ça n'est évidemment pas se sortir du marché du travail. C'est faire ce que l'on fait en revendiquant un service public de l'emploi bien performant, qui accompagne correctement les chômeurs. C'est ce que l'on fait en revendiquant une baisse du temps d'emploi pour pouvoir attribuer de l'emploi à tout le monde. C'est ce que l'on fait en demandant plus de croissance pour créer des emplois. Nous sommes là dans l'aliénation totale. La baisse du temps de travail revient encore à la mode. Là, j'ai vu ça, à nouveau, cette scie est à nouveau à la mode. Bon. L'antidote au marché du travail, c'est sa suppression, c'est la suppression de la fonction d'employeur, c'est le fait d'attribuer aux personnes le salaire et non pas au poste de travail. Le marché du travail repose sur le fait que le salaire est un attribut du poste de travail ou de la mission, ou du parcours professionnel pour ce que négocie actuellement la CFDT et le MEDEF. Mais tout ça, c'est pareil. Il s'agit d'attribuer le salaire à des choses que maîtrise totalement l'employeur, ce qui nous met en permanence à sa merci. La réponse à cette aliénation, c'est évidemment le fait que le salaire soit un attribut de la personne. Et un salaire attribut de la personne, c'est un salaire à vie. Les anticipations de cette subversion du marché du travail, c'est la fonction publique et la pension de retraite pour l'essentiel. Une partie de la pension de retraite, celle qui est un salaire continué, et non pas la contrepartie d'une épargne passée, donc plutôt le régime général, plutôt le régime des fonctionnaires que l'Agirc-Arrco. Et la fonction publique, en tout cas à coup sûr la fonction publique d'État, parce que la fonction publique territoriale, les maires sont employeurs, mais la fonction publique dans laquelle personne, absolument personne, ne peut dire à un fonctionnaire « aujourd'hui je t'embauche, aujourd'hui je te licencie ». Et un dispositif où il n'y a aucun chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi. Si nous ne voulons qu'il n'y ait pas de chômage, il faut qu'il n'y ait pas d'emploi. L'emploi, soyons clairs sur les mots, parce que sinon tous les chats sont gris, l'emploi, c'est le fait d'attribuer le salaire au poste de travail. Un emploi, c'est un poste de travail doté d'un salaire. Quand on cherche un emploi, on cherche un poste de travail doté d'un salaire. Et donc, on s'expose au risque du chômage, bien sûr. Il n'y a de chômage que parce qu'il y a de l'emploi. L'antidote au marché du travail et au chômage, c'est la suppression de l'emploi, c'est la suppression de la fonction d'employeur, c'est une carrière salariale à vie qui est celle des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont une carrière salariale à vie, ils ne peuvent que progresser,
il ne passe jamais par la case chômage, et la pension, c'est la poursuite du dernier salaire à vie. Parce qu'un fonctionnaire est payé pour son grade, c'est-à-dire un attribut de sa personne, et non pas pour son poste. Alors, on comprend que la fonction publique soit l'objet d'une hargne permanente, anticapitaliste, décapitaliste, pardon, et de ceux qui servent le capital, ce qu'on appelle les réformateurs, ceux qui veulent en permanence réformer, parce qu'il y a une urgence de la réforme. La réforme, c'est tout ce qui s'attaque à la subversion des institutions du capital opérées par le mouvement ouvrier. Donc, il ne s'agit pas évidemment de réformer les marchés financiers, il ne s'agit pas de réformer le marché du travail, il s'agit de réformer la fonction publique, il s'agit de réformer la retraite comme salaire continué. Vous avez là les deux axes de la réforme depuis 25 ans, hein, la fonction publique et la retraite. Et vous avez un dangereux problème aujourd'hui, hein, de jeunes qui... de jeunes et d'une population en général, hein, qui pensent que les retraités et les fonctionnaires sont des privilégiés, hein, alors qu'ils anticipent l'émancipation vis-à-vis du capital, une émancipation qu'il faudrait généraliser à tous. Vous voyez donc ce que c'est que retrouver l'offensive, sortir de l'effondrement idéologique et organisationnel dans lequel nous sommes depuis une trentaine d'années, c'est généraliser le salaire à vie pour tous, hein, de 18 ans à la mort, salaire à vie, en abaissant l'âge de la retraite de 60 à 18 ans, c'est une façon de faire, bien sûr, en généralisant le paiement par grade des fonctionnaires. Enfin bon, nous avons suffisamment d'anticipation ou en affectant l'UNEDIC, parce que l'UNEDIC, c'est pour ça qu'il est aussi l'objet d'une campagne tellement forte qui fait qu'on l'a transformé en pôle emploi. L'UNEDIC, c'est, lorsqu'il est créé, la proclamation du droit au salaire pour les chômeurs. C'est pas du tout la proclamation du droit à l'emploi pour les chômeurs. C'est le droit au salaire. Le droit à l'emploi, il est dans la Constitution, dans le préambule de 48, de la Constitution de 46. C'est proclamé depuis un siècle et demi. C'est pas cela. C'est la nouveauté qu'introduit l'UNEDIC, c'est le droit au salaire. Et vous voyez que comment continuer. Alors ça démarre à 33% du salaire en 58. Nous sommes à 57% du salaire en 79. Puis depuis, ça n'a plus bougé. 57% du salaire de référence. On a été passé de 33 à 57% à l'espace de 20 ans, par des bagarres permanentes, et depuis 45 ans, rien, calme plat. Nous sommes dans la défaite, mais nous ne pourrons retrouver l'offensive que si nous généralisons, bien sûr, ce dispositif, maintien du salaire à 100%, hein, et l'UNEDIC de devenir la caisse des salaires. L'UNEDIC de devenir la caisse des salaires. Ce n'est plus aux employeurs de payer les salaires. Les employeurs payent une cotisation à l'UNEDIC et l'UNEDIC paye les salaires, y compris les salaires directs. C'est comme ça qu'on sort du marché du travail, hein, quand le salaire ne dépend plus d'un employeur. C'est déjà fait pour 45%. C'est pas du tout. Mon propos n'a rien d'une utopie. Hein. Mon propos, c'est comment retrouver l'offensive en généralisant la portée de ce qui s'est institué en 45. Ce qui s'institue en 45, mais vous voyez que ça continue encore jusqu'en 75 à peu près, 79, mettons, qui est la convention UNEDIC la plus progressiste, disons, et depuis ça part en déclinant. Et ça avait démarré avant 45, bien sûr, les assurances sociales de 1930, les accords de 32, en fait, etc. C'est un mouvement qui va de 30 à 75 à peu près. Ce qui se construit à ce moment-là, avec le statut de la fonction publique en 46, avec la sécurité sociale en 45, c'est les embryons du salaire à vie. Hein. Et nous pouvons le généraliser. Si nous voulons que les 50... C'est un droit du sol, bien sûr. Hein, si nous voulons que les 50 millions de résidents de plus de 18 ans sur le sol français, 50 millions hein, de plus de 18 ans, et un salaire à vie qui sont en moyenne de 25 000 euros par an, qui est le salaire moyen actuel.
dans une fourchette qui pourrait aller, par exemple, de 1 500 € pour tout le monde à 18 ans, comme salaire à vie. Hein. Salaire à vie, c'est un droit politique, c'est irrévocable. Hein. Ça ne peut que progresser, mais ça ne peut pas être supprimé ni diminué. Donc, qui pourrait aller de 1 500 € à 18 ans, automatique pour tous, premier niveau de qualification, jusqu'à, s'il y a 4 niveaux de qualification, par exemple 6 000 €, mais j'ai déjà présenté ça ici à plusieurs reprises. Si nous voulons financer avec une moyenne de 2 100 €, j'ai pris évidemment le salaire moyen actuel pour montrer que c'est possible tout de suite. Si nous voulons financer cette carrière salariale pour tous, comme droit politique, hein, qui enrichit la majorité. À 18 ans, on n'a pas seulement le droit de vote. Hein. On est reconnu comme producteur de valeur avec le droit qui exprime cela, c'est-à-dire le salaire. Hein. Ce qui exprime que nous produisons la valeur, c'est le salaire. Eh bien, enrichir la citoyenneté, il le faut. Hein. Nous avons une désaffection vis-à-vis de la citoyenneté aujourd'hui qui est considérable. On ne va pas voter. À quoi bon aller voter pour un concours de beauté quinquennal entre le même et le même? Bien sûr, je comprends parfaitement ceux qui s'abstiennent. Je ne l'ai jamais fait parce que toutes mes fibres éducatives font que je vais voter. Enfin, j'ai voté. Maintenant, je vais vraiment voter en me disant que ça ne sert à rien. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Et je comprends parfaitement ceux qui n'y vont pas. Bien. Là, il est urgent d'enrichir la citoyenneté de la souveraineté sur la valeur, parce que si nous n'allons pas voter, c'est parce que nous voyons bien que ceux que nous élisons entretiennent la religion du capital, s'y soumettent totalement et nous y soumettent. Bien. Je ne dis pas sont sans pouvoir, non, utilisent leur pouvoir pour nous soumettre à la religion du capital. Si nous voulons enrichir la citoyenneté et envoyer au plot le concours de beauté quinquennal et tous ceux qui s'y exercent, encore faut-il l'enrichir de la souveraineté sur la valeur. Et la façon la plus évidente de dire que nous sommes souverains sur la valeur parce que c'est nous qui produisons, c'est d'attribuer le salaire à toute personne. Donc si nous voulons financer un salaire à vie comme droit politique, qui n'inclut aucune exigence de travailler, c'est un droit politique, tout comme le droit de vote n'inclut pas une exigence de voter. Mais ça suppose évidemment, pour que ce soit viable, toute une éducation au devoir civique, bien sûr. De même qu'il y a une éducation au devoir civique de voter, et une éducation au devoir civique de produire de la valeur économique, évidemment. Si nous voulons donc financer un salaire à vie comme droit politique pour tous les plus de 18 ans, résidant dans ce pays, il faut 25 000 fois 50 millions, c'est-à-dire 1 250 milliards d'euros. Or, si vous reprenez les chiffres que je vous ai donnés, nous produisons 2 000 milliards dont 700 vont au profit. Il y en a donc 1 300 qui vont au revenu du travail, 1 200 sous forme de salaire, salaire direct et cotisation sociale, et 100 sous forme de bénéfices des travailleurs indépendants. Donc nous sommes tout à fait dans les clous. Nous pouvons parfaitement, dès maintenant, attribuer à tous un salaire à vie de 18 ans à la mort, dont la moyenne soit de 2 100 € par mois. Deuxième dimension de cette citoyenneté que nous pouvons généraliser, parce que nous avons le déjà là créé par le mouvement ouvrier au XXe siècle, c'est se passer du crédit. Nous n'avons pas besoin d'employeurs et nous n'avons pas besoin de prêteurs. Puisque c'est nous qui produisons l'investissement qui reproduit l'outil de travail et c'est nous qui produirons demain l'investissement financé par création monétaire. Il n'y a aucune raison que tout cela donne lieu à crédit. Eh bien, nous allons généraliser ce que nous faisons déjà. Nous avons déjà, par une mutualisation dans le trésor public d'une partie de la valeur, des pratiques de subventionnement des équipements publics. Toute une partie des équipements publics, de l'investissement, donc, en route, en piscine, en je ne sais pas quoi, toute une partie en école, toute une partie des équipements publics, et tout pourrait l'être entièrement, sont financés
par l'impôt, qui subventionne, qui ne prête pas, le Trésor public ne prête pas, le Trésor public subventionne l'investissement. Encore une fois, l'investissement doit être subventionné puisque la contrepartie de cette subvention, c'est la production que génère l'investissement. Il n'y a aucune raison que l'on rembourse le financement d'un investissement. Aucune raison, sauf la croyance religieuse. Comment est-ce que nous avons financé les CHU dans les années 60 ? Nous avons financé l'investissement, c'est un investissement énorme, hein, un hôpital, c'est une usine. Hein. Nous avons financé par une hausse de la cotisation maladie, c'est-à-dire qu'on a mutualisé la valeur, plutôt que de l'attribuer à des profiteurs qui ensuite nous prêtent, s'ils le veulent bien, bien nous sommes affectés à nous-mêmes, la valeur créée, ou à créer, selon qu'il y a ou pas création monétaire. Nous la sommes affectés à nous-mêmes dans des caisses d'assurance maladie qui ont subventionné les hôpitaux. Nous pouvons financer tout investissement par subvention. Et vous voyez bien ce que ça signifie donc. Ça signifie que les entreprises cotisent à hauteur de 60% de leur valeur ajoutée, hein, les 1250 milliards que j'ai évoqués pour le salaire, aux caisses de salaire, et ne payent plus leurs salariés. C'est la caisse qui paye, et il n'y a pas d'employeur, et nous ne sommes redevables vis-à-vis de personne. Il n'y a pas de chantage à l'emploi. C'est la situation des fonctionnaires. C'est la situation des retraités. Pas de chantage à l'emploi, un salaire à vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a mutualisation dans le trésor public, et c'est le TPG de tel département qui paye les fonctionnaires. D'ailleurs, personne ne sait quel est le TPG qu'il paye quand il est fonctionnaire, tellement on sait qu'on n'a pas de relation microéconomique avec un employeur qui exerce sur nous le chantage de son chiffre d'affaires, etc., etc. Mais nous allons également libérer les employeurs, parce que actuels de leur fonction d'employeur. Bien sûr, n'espérons pas le faire avec le raccord s'agissant des propriétaires de Total ou de je sais pas quoi moi, de BFM TV, mais là, en revanche, si vous prenez des tas d'artisans, des tas de petits entrepreneurs, des tas d'associés dans un cabinet libéral, de ceci ou de cela, des libraires, enfin, vous imaginez, mais des quantités, des millions de propriétaires de PME. Quand on discute avec eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est l'obsession de la paye en fin de mois. Il faut qu'ils payent, il faut qu'ils fassent la paye. Et c'est une obsession terrible, terrible. Nous allons les en libérer. Alors évidemment, on les libérera aussi de l'éventuelle pression qu'ils exercent sur leurs salariés. Bon, mais après tout, dans une situation de PME où on est 5, 6, tous finalement co-responsables de ce qui va se passer, est-ce que cette pression est tellement indispensable et tellement utile ? Donc, nous allons libérer, et il faut s'adresser à eux très largement, hein, nous allons libérer, surtout qu'aujourd'hui, ces travailleurs indépendants, prenez les professions judiciaires, les professions du chiffre, les professions de santé, qui sont menacées par les lois successives qui vont mettre en musique le rapport de l'inspection générale des finances de mai dernier. Hein, et ça commence par les professions judiciaires avec la loi Macron. Ils ne prennent pas tout d'un coup, évidemment. Hein, les réformateurs ont un projet stratégique
qu'ils débitent sur le long terme, évidemment, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire tout d'un coup. Et donc, ils sont en train de rendre beaucoup plus difficile l'exercice libéral des professions judiciaires, hein, des avocats, hein, en rendant possible la propriété capitaliste de cabinets. Hein, jusqu'ici, ces travailleurs indépendants sont protégés, hein, comme ne l'ont pas été, hélas, les agriculteurs, les commerçants, qui sont tous passés sous les fourches caudines du capital, hein, qui ont perdu pratiquement toute liberté de manœuvre. Ces professions-là ont conservé une liberté de manœuvre parce qu'il est interdit, en matière d'avocat par exemple, il est interdit à un avocat d'être associé d'une société d'exercice libéral où il ne travaille pas. Là, c'est radical. Si vous ne pouvez pas être associé d'une société d'exercice libéral où vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'accumulation capitaliste possible. La loi Macron fait sauter le verrou, bien sûr. Au nom de la libre installation des jeunes, qui n'auraient pas assez de sous pour s'installer. C'est toujours les jeunes qui, dans ces cas-là, sont... Pour Macron, c'est ça. Les cars Macron, les machins, c'est une saloperie, Macron. C'est toujours pour les jeunes, hein, d'accord, qui sont les exclus du système. Alors, bien sûr qu'ils sont exclus du système, mais à cause du marché du travail. Pas à cause de ce qui protège les travailleurs indépendants, précisément. Donc, pour qu'ils puissent s'installer, mais ils n'auront pas assez de sous. C'est donc normal que des notaires ou des avocats, parce qu'on va pouvoir maintenant, même des experts comptables, un peu le chiffre, viennent apporter des capitaux dans ces sociétés où ils ne travailleront pas, d'accord? Et comme ça, nous allons nous constituer évidemment de pseudo-notaires. On a déjà des pseudo-biologistes, hein, parce que c'est possible en biologie. Et là, si on a le résultat, nous avons des immenses cabinets biologiques dans la logique est totalement capitaliste. Et des travailleurs de ces cabinets qui sont totalement soumis à un rapport salarial, qui ont perdu toute autonomie d'exercice libre de leur profession. Eh bien, c'est ce qui va se faire avec les avocats, où nous allons avoir progressivement un pseudo-avocat qui sera en fait actionnaire de 100, 200, 300 cabinets et qui imposera progressivement une logique du capital, c'est-à-dire du protocole à la place de la clinique, en connaissant en matière de santé, puisque la logique du capital, c'est la dictature du temps, hein, puisque le profit repose sur le temps. Et donc les avocats, comme le sont aujourd'hui les médecins, seront invités à faire des protocoles, parce qu'un protocole, c'est sécable dans des opérations que l'on connaît. On peut mesurer le temps, alors que la clinique, on ne sait jamais où ça va aller nous mener. Quand on se met à discuter avec un interlocuteur, on essaye de savoir d'où viennent son mal, etc. Vous avez de plus en plus, hein, si vous allez à l'hôpital, hein, cette calamité de ne plus être interrogé par personne. On applique un protocole. Ça signe, hein, une logique du capital. Hein, dès que le protocole se substitue à la clinique, et c'est ce qui est en train de se faire. La loi Macron préconisait aussi un truc qui finalement ne se fera peut-être pas, mais je vais montrer, hein, combien la religion du marché du travail nous mine. Hein. Avait prévu un statut d'avocat salarié d'entreprise. Mais ce qui n'est pas dit, mais ce qu'on sait évidemment si on s'adresse aux professionnels qui se battent contre ce dispositif, c'est que avocat salarié d'entreprise, ça va être des entreprises de conseil juridique, en fait. On pourrait penser que des avocats de salariés d'entreprise, ceci qui a son avocat, etc. Pas du tout. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est le paravent pour justifier un dispositif qui est tout autre, ou parce que de plus en plus, à l'international, se créent des sociétés de conseil juridique qui sont des sociétés de protocole. Hein, il s'agit d'appliquer des protocoles dans l'énoncé de notes auprès d'un tribunal, en fait, etc., etc. Et nous aurons ainsi des boîtes, des usines de conseil juridique qui se substitueront au cabinet d'avocats.